Bonjour Amancio Sampaio, bienvenue. Heureux de vous retrouver, consultant en stratégie d'entreprise, ancien PDG dans le secteur de la consommation. Je le disais en titre, hein, vous nous faites voyager et vous questionnez à la fois notre consommation et puis vous partagez des bonnes pratiques. C'est intéressant. On a beaucoup parlé d'alimentation ensemble. Cette fois-ci, vous vous intéressez à un autre secteur. Voilà, oui, bonjour Thomas. Je crois qu'aujourd'hui, je voulais bien couvrir en fait un aspect très particulier de l'impact sur l'environnement de l'industrie de la cosmétique. Oui. En fait, c'est une très grande industrie, comme on le sait, elle a une croissance pérenne, environ 2-3% de croissance par année. Ça atteint en 2021 511 milliards de dollars. Donc, comme une grande industrie de la consommation, aussi, elle rencontre des défis pour réduire son impact environnemental. Et c'est là où on va voir des préoccupations, par exemple, pour l'approvisionnement de matières premières d'une façon responsable, la réduction de la consommation de l'eau, la réduction de la pollution de plastique. Ceci dit, il y a un impact très particulier, peu visible ou même invisible, qui c'est en fait des ingrédients de produits cosmétiques rincés qui, quand ils rentrent dans les systèmes d'eau, même s'ils sont traités, ils ne sont pas totalement éliminés par les stations de traitement. D'accord. De quel type de polluants on parle, Amancio ? Là, je vais bien utiliser des produits courants qui sont présents dans tous les foyers. Je crois que le plus emblématique, c'est les microbilles en plastique, qui a eu beaucoup de discussions et que nous pourrons traiter un peu plus en détail. Aussi, on peut parler des crèmes solaires, anti-UV. L'été, elle arrive bientôt. Et en plus, il y a des conservateurs qu'on a dans une série de produits qui sont assez questionnés actuellement par des experts selon les ingrédients utilisés. Alors, si on parle des microbilles plastiques pour commencer. Voilà, les microbilles plastiques, donc c'est les premiers produits qui a été vraiment à discuter au niveau public. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est de petites particules plastiques en polypropylène et qu'elles ont moins de 5 mm. Mais la grosse partie, elle est entre 1 micromètre et 1 mm. Donc, extrêmement petites. Elles sont présentes dans des produits, par exemple, les crèmes exfoliantes, les dentifrices, les produits pour la douche. Et c'est là son impact aussi, la dimension, pour donner un peu des idées de la dimension du problème. Par exemple, un tube de nettoyant de visage peut contenir plus de 300 000 microbilles de plastique. Donc, c'est vraiment pour parler déjà de la granularité du produit. Et au niveau du volume, on n'a pas d'estimé très précis, mais par exemple, il y a une étude de 2015 qui parlait que seulement en Europe, ça consommait environ 4400 tonnes de microplastiques par année. De microbilles plastiques chaque année. Alors, c'est vrai, vous l'avez rappelé, elles se retrouvent dans beaucoup de produits qu'on utilise. Avec quel impact sur l'environnement, si on rentre un peu dans le détail? L'impact, il est assez évident. En fait, c'est une fois rincé, ça va rentrer dans les systèmes d'eau. Ça peut finir dans les cours d'eau et dans l'océan. Elles ne sont pas biodégradables, donc elles vont se cumuler dans l'ambiance maritime. Et en plus de ça, elles peuvent rentrer dans la chaîne alimentaire par ingestion. D'accord. Donc l'impact, il est assez évident en fait de cumul dans les océans. Oui, et donc ça réagit, ce débat, parce que vous en parlez, mais on en parle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Qu'est-ce que ça provoque? Absolument. Je crois que les débats publics, ça a forcé deux axes de transformation. Une, les entreprises, et l'autre, c'est les autorités. Au niveau des entreprises, si on voit les majors du secteur, par exemple L'Oréal, le Body Shop, Unilever, ils ont pris des initiatives volontaires déjà d'arrêter l'utilisation des microbilles en plastique. Et aussi, les cadres réglementaires, ils ont évolué. C'est-à-dire déjà depuis plusieurs années, la Hollande a été le premier pays en 2014 à interdire l'utilisation, suivi aux États-Unis en 2015. Une série de pays européens ont aussi suivi, y compris la France, avec la loi de biodiversité. Et maintenant, il y a un cadre réglementaire européen qui est en phase finale d'implémentation. Alors, limiter l'utilisation. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la mi-avril, on commence à penser aux vacances d'été, et donc à la crème solaire. La crème solaire, c'est un vrai dilemme. Parce que d'un côté, on ne peut même pas imaginer de priver la population d'une façon de protection au cancer de la peau. Surtout les enfants. Surtout les enfants, c'est très important, mais pour tout le monde, on est d'accord. Les enfants et tous les âges. Par contre, par la nature de son utilisation, elles vont arriver directement sur l'environnement maritime, sur les cours d'eau, avec un impact environnemental.
Donc c'est difficile d'avoir un estimé précis. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur du problème là-dessus? Ouais, aussi, là, en fait, c'est des gros chiffres, en fait, parce que c'est un produit de consommation de masse. On n'a pas, moi, je n'ai pas trouvé, en fait, d'estimative précise, mais il y a une chercheuse, justement, qui a fait une estimative qui disait qu'environ 20 000 tonnes de crèmes solaires sont utilisées seulement en Méditerranée du Nord par année. D'accord, seulement une partie de la Méditerranée, voilà. 20 000 tonnes par an. Avec quel impact, là aussi, si on rentre un peu dans le détail? Oui, voilà, c'est vraiment dans les détails, ça dépend des ingrédients. Il y a des ingrédients controverses. Par exemple, l'oxybenzone, elle a déjà établi la relation avec l'impact sur les récifs de corail, bien sûr, que sont super importants pour la diversité maritime. Et ces éléments-là, c'est-à-dire certains de ces ingrédients, peuvent avoir un impact sur la multiplication, la croissance et même les phénomènes de blanchiment des coraux. Donc avec un vrai impact environnemental. Et pourtant, vous l'avez dit, c'est un vrai dilemme. On va pas arrêter d'utiliser des crèmes solaires. Comment s'y retrouver, nous, consommateurs? Moi, je crois que la vraie question, c'est pas si on l'utilise ou pas, mais comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on utilise. Déjà, c'est comment on va s'exposer au soleil, en prenant certaines précautions et peut-être pas trop d'exposition. Mais surtout aussi, je crois que les filtres solaires, ils sont partagés en deux catégories, en fait. Les chimiques et les minéraux. Les chimiques sont celles-là qui absorbent les rayons UV, qui sont très convenables à utiliser, parce qu'on va l'utiliser, on va l'étaler, et ça va rentrer dans la peau, et c'est très bien. Par contre, c'est celles-là qui peuvent contenir des ingrédients controverses qui ont un impact environnemental. D'autre part, les crèmes solaires minéraux, voilà, celles-là, ils reflètent les rayons UV. Et dans ces cas, c'est plutôt, on dirait que les ingrédients de base, ils sont moins impactants pour l'environnement. Donc là, on a bien compris, crème solaire, plage, eau de mer, c'est direct. Pour les produits qu'on utilise dans nos salles de bain, quelle est la difficulté? Dans les salles de bain, justement, je parlais des conservateurs. Les conservateurs, ils sont dans une multitude de produits pour ces caractéristiques antimicrobiennes. Et c'est là, on va trouver dans les savons, les détergents, les shampoings. Par contre, eux aussi, ils peuvent contenir certains ingrédients, par exemple les parabènes ou les triclosans. S'ils contiennent ces produits-là, aujourd'hui, ils sont suspectés d'avoir un impact, en fait, ou cancérigène ou bien sur la fonction hormonale. Et on les trouve déjà dans des études présentes dans la nature. Ils sont filtrés quand même. Là, c'est intéressant parce que si ça passe par les systèmes d'eau usée, ça arrive dans les stations de traitement, certains, ils vont se déposer, donc la question, il serait éliminée. Par contre, ce qu'on fait avec la boue qui résulte des systèmes de traitement, ils peuvent être réintroduits dans la nature et faire la pollution du sol, en fait, une fois qu'ils sont redistribués. Est-ce que les consommateurs sont suffisamment informés de tout ça, Amancio Sampaio? C'est un peu difficile aujourd'hui de s'y retrouver, c'est-à-dire un consommateur conscient qui veut réduire l'impact environnemental de sa consommation. Il peut avoir des difficultés à trouver les bons produits parce que parfois la communication des fabricants peut vraiment porter à des confusions. Je vous explique maintenant. Par exemple, il peut y avoir un fabricant qui va mettre en avance une huile végétale bio qui est dans la composition de son produit, utiliser des codes couleurs ou des images qui rappellent la nature, sans nécessairement dire que le produit il contient pas des ingrédients mauvais pour la nature. Donc c'est vraiment dans les détails. On termine là-dessus. Est-ce qu'il y a un exemple, un bon exemple? On parle de bonnes pratiques, d'initiatives qui justement informent mieux, nous informent mieux. C'est vrai que pour aider un peu les consommateurs à naviguer sur toutes les propositions et toutes les formulations, il y a des initiatives. Par exemple, je voulais mentionner une organisation qui c'est les Bits de Microbead. En fait, ce qu'ils ont dans leur site, c'est de donner une lisibilité très claire de quelle est la composition de microbilles plastiques dans les produits différents. Eux, ils vont même à donner des certifications à des fabricants et à des produits, de dire qu'il n'y a pas de plastique à l'intérieur du produit. Merci beaucoup, merci Amancio Sampaio d'être venu nous éclairer voilà, de cette pollution invisible, on va dire, des produits cosmétiques. On parle maintenant de mixité entrepreneuriale, c'est notre débat.